je vais prendre la suite puisque nous avons notre acte notarié qui est établi et donc qui a fait l'objet d'un accord entre les avocats, les parties et puis le ou les notaires, en tout cas le notaire concerné rédacteur. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet acte, puisqu'on chemine dans notre procédure et nous sommes arrivés au stade où nous avons donc une convention de divorce, l'acte d'avocat donc qui est élaboré, le projet est élaboré, et puis nous avons un acte notarié. Alors, la question qui arrive, évidemment, nous arrivons au fameux délai de réflexion de 15 jours et de l'envoi de la lettre recommandée qui comporte la convention d'avocat en projet. Donc ça, c'est très clair chez nous. Là, il n'y a pas d'ambiguïté puisque c'est l'article 229-4. On est bien avec un projet en ce qui nous concerne. Mais la question est de savoir au niveau de l'acte notarié s'il doit s'agir d'un projet d'acte notarié ou d'il s'agir d'un acte liquidatif, donc un acte notarié dûment signé. J'avoue que j'ai regardé la question. Alors, il y a l'ancienne. Moi, je suis restée sur l'ancienne pratique que je pratique depuis des années, depuis que le consentement mutuel, je le travaille. Donc, la loi 75 et ensuite la loi de 2004, à savoir qu'il y avait nécessairement un acte notarié dûment validé qui était annexé à la convention ensuite qu'on soumettait au juge aux affaires matrimoniales puis familiales, si je puis dire. Donc je suis restée dans cet esprit-là, qui est considéré aujourd'hui par la doctrine comme étant le circuit long. Et vous avez le circuit court qui a été testé notamment par nos confrères de Paris qui ont fait tout en un, si je puis dire, puisque vous aviez à la fois donc, le projet notarié, la convention d'avocat en projet. Tout ça s'était envoyé en même temps par courrier recommandé et le délai de 15 jours qui s'ouvrait derrière, qui est 15 jours clair, net, précis. Et puis ensuite, rendez-vous chez le notaire et dans le laps de temps, on faisait à la fois la signature de l'acte notarié, la signature de la convention d'avocat et le dépôt entre les mains du notaire. C'est le circuit court qui a été très prisé par les confrères parisiens, et c'était dans l'idée, puisque ça nous avait été vendu comme ça, d'un consentement mutuel, express, rapide, le divorce en 15 jours. C'est comme ça que ça a été présenté dans les médias. Voilà. Donc ça, c'est le circuit court. Et nous avons, en tout cas, alors le circuit court a ses auteurs, la doctrine est partagée sur la question, et la thèse est de dire, oui, mais jusqu'au bout, il doit y avoir le délai de réflexion, y compris sur les modalités de l'acte notarié. Tout le monde doit avoir le temps de réfléchir. Mis à part que, on sait, en tout cas nous, nous a très clairement expliqué que la convention d'avocat, s'il y avait des choses qui étaient modifiées au niveau du projet, on repartait pour un délai de 15 jours, et je dirais que c'est un peu le chat qui se mord la queue, on n'en finit jamais. Voilà. Donc, effectivement, la pratique qui semble se dessiner, en tout cas, moi, celle que je pratique la plus, c'est d'un acte notarié qui est validé, signé par les époux, qui est soumis à l'avocat, bien évidemment, en même temps que l'acte d'avocat, la convention d'avocat est en train de se finaliser. On est toujours dans un travail de groupe, dans une interaction avec les notaires, on échange. Il peut même y avoir des notaires qui nous demandent notre projet à nous, pour voir si effectivement on est bien dans les mêmes lignes, notamment avec la date des effets du divorce, qui est souvent une date qui doit évidemment être la même, mais qui peut poser problème s'il y a des interactions. Donc effectivement, il y a un travail qui se fait en équipe, et très souvent, on a l'acte notarié qui nous arrive avec la copie exécutoire qui est signée. Et d'ailleurs, dans la convention d'avocat, je sais qu'on a pour habitude, les uns les autres, de reprendre les grandes lignes de cet acte notarié, parce que c'est quand même ce sur quoi les parties s'accordent. Donc moi, je pense, et je suis partisane de cette formule-là, qui est d'ailleurs, je le répète, celle qui est issue de l'état d'esprit de l'ancien consentement mutuel judiciaire, d'avoir un acte notarié, les époux l'ont validé avec le notaire, se sont engagés, ont payé les frais, ont tout payé par rapport à ça, mais ils ont pris l'engagement. Effectivement, cet acte-là ne connaîtra son efficacité et sa finalité
qu'avec le terme de la procédure, et on arrivera bien évidemment après au problème, au dépôt, etc., bien sûr, mais on avait la même difficulté quand on était avec l'homologation du juge. Tous les actes que nous faisions n'étaient validés qu'avec l'homologation du juge. Alors bien sûr, tout peut se passer dans l'intervalle de temps. Il peut y avoir un des époux qui change d'avis, il peut y avoir un des époux qui décède. Eh bien oui, mais enfin c'est comme ça, c'est les risques qu'il y a de façon dans toute procédure. Mais en attendant, je pense que cette version-là de dire on fait un acte authentique, on lit le débat à tout niveau et on l'intègre en annexe au projet de la convention d'avocats, ça me paraît important. Donc, au niveau du courrier recommandé, nous avons bien sûr des courriers recommandés, donc on envoie à chacun des époux. Alors, ces courriers recommandés, avec le projet d'avocat et l'acte notarié, pour ma part, signé par les époux. Bien évidemment, ce qui est très important, c'est que l'AR doit être signé par, ça c'est très important, daté d'abord. J'attire l'attention que l'AR doit être datée. On a parfois des problèmes postaux où les postiers oublient de dater les AR. Donc il faut inviter nos clients à être particulièrement vigilants et à apposer eux-mêmes la date si le postier ne la met pas là, en sa présence. Il faut évidemment que ce soit l'époux concerné qui signe l'AR. Il ne peut pas y avoir là-dessus le conjoint qui signe à la place. Et il ne peut pas y avoir non plus, parce que je sais qu'à Paris, il y a eu des problèmes dans les grandes résidences où il y a un concierge qui parfois récupère les courriers. Non, ça ne peut pas être le concierge qui signe, soyons clairs. Il faut que ce soit la personne elle-même qui signe, et après, il y aura une confrontation par le notaire de la régularité des signatures. Sur la computation des délais, je vais être très rapide, le délai est de 15 jours. Alors, on renvoie, c'est les articles 640 et suivants du Code de procédure civile, il n'y a pas d'ambiguïté. Le jour d'envoi du courrier recommandé ne compte pas. On comptabilise les 15 jours à partir de la journée qui suit, soyons très clairs. Et c'est les articles 641 et 642, et le délai expire le dernier jour à 24 heures. Donc effectivement, il faut être là-dessus très clair, 15 jours franc impératif complet avant de pouvoir régulariser les actes de la signature de ces conventions. Voilà en ce qui me concerne. Ensuite, effectivement, signature, rendez-vous commun. Là encore, soyons clairs, le rendez-vous doit se faire en présence des parties. Il n'y a pas de procuration. On va pas, tout le monde doit être présent. Alors ça peut être contraignant. Ça peut être contraignant puisqu'on peut avoir des confrères qui viennent de l'autre bout de la France. Eh bien, ça fait partie du deal, si je puis dire. On accepte un dossier à l'extérieur. Eh bien, on doit se mobiliser, se rendre disponible. Quand on est convoqué à une audience, on se rend disponible pour aller à l'audience. C'est exactement les mêmes contraintes. On doit trouver un terrain d'entente, mais ça doit être signé dans le même laps de temps. Et il n'y a pas de signature électronique. Il n'y a pas de signature électronique pour les actes pour la convention. On peut maintenant ? Ça a été fait ? Alors je ne suis pas à jour. Depuis la loi du 23 mars 2000, on peut par rapport à ça. Bon, alors pour les confrères qui seront équipés, mais en tout cas, tout le monde ne l'est pas. Ça a été rendu d'application immédiate. D'accord, mais en tout cas, nous n'avons pas pour le moment les boîtiers, ou alors en tout cas, la profession ne nous a pas encore équipés à ce niveau-là des logiciels qui le permettent. Mais ça arrivera, donc voilà. Donc voilà en tout cas les grandes lignes que je voulais dire par rapport à ces problèmes de formalité. Et je vais laisser Maître Lebas nous expliquer pour ensuite le bonheur du dépôt. Ah, attendez, là, Oui, il y a encore autre chose. Parce que ma petite musique risque d'être un peu différente. Oui. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je le crains. Mais on s'en doutait à l'avance qu'il y aurait des petites contradictions. Et on les attendait avec impatience, d'ailleurs. Mais on s'en doutait. Mais on a placé cette journée sous l'angle de la collaboration des notaires avec les avocats. Alors, voyons. Non, mais allons-y. Mais sur le point précis de la date de signature de l'acte notarié, oui. Effectivement, il y a des contradictions entre les auteurs et entre les professionnels, mais attention, pas entre notaires et avocats. Des contradictions, des controverses entre notaires, des controverses entre avocats, voilà. Bon, c'est un débat qui concerne tout le monde. Je vais vous donner ma position
que j'ai déjà exposé à maintes reprises depuis 2 ans. Il y a 2 questions qui se posent, à mon avis. Première question, l'état liquidatif notarié est-il concerné par ce délai de réflexion? Si on reprend le texte, article 229-4 du Code civil, l'avocat adresse à l'époux qui l'assiste un projet de convention. On pourrait croire que le projet de convention est uniquement le projet de l'acte d'avocat, que je vais appeler ainsi. Mais on imagine mal que le principe du divorce fasse l'objet d'un délai de réflexion, que le partage d'un fonds de commerce ou d'une voiture fasse l'objet d'un délai de réflexion, mais que le partage de l'immeuble, élément principal du patrimoine bien souvent, ne soit pas subi à un délai de réflexion. Donc, première question, on va être d'accord pour dire que l'état liquidatif portant sur un immeuble est concerné également par ce délai de réflexion. Deuxième question, quel document va-t-on soumettre au délai de réflexion? Le texte vise un projet de convention. En pratique, beaucoup de notaires signent l'état liquidatif avant le délai de réflexion, poursuivant ainsi l'ancienne pratique du divorce par consentement mutuel judiciaire, où on signait, entre guillemets, le plus vite possible, pour que la procédure ne traîne pas. Le problème, c'est que le texte a changé, puisque maintenant, et maintenant je lis la fin du texte, l'avocat adresse un projet de convention qui ne peut être signé à peine de nullité avant l'expiration d'un délai de réflexion. Donc, la loi précise qui ne peut être signé et va plus loin en mettant directement la sanction, ce qui n'est pas toujours le cas, sous peine de nullité. Donc déjà, il faut être prudent. C'est important. Alors, par rapport à la lettre du texte, le projet de convention, le terme convention est dans la loi, il est pris de façon générale et concerne, à mon avis, tout ce qui est conventionnel. Même l'acte notarié, qui est une convention. Donc, à la lettre du texte, je pense qu'on ne peut pas signer la convention avant le délai de réflexion. Par rapport à l'esprit du texte, l'idée de protéger le consentement. Si on part de l'idée qu'on peut signer l'acte notarié avant le délai de réflexion, expliquez-moi pourquoi on ne pourrait pas signer l'acte d'avocat avant le délai de réflexion. Si on peut signer l'un, on peut signer l'autre. Ils sont soumis au même régime. Donc, à mes yeux, on ne peut pas signer quoi que ce soit de conventionnel avant le délai de réflexion. C'est ce que je pense. J'admets que d'autres indiquent d'autres solutions et qu'on puisse signer avant. Mais je rappelle que la loi prévoit elle-même la sanction qui est de la nullité. Et imaginons un instant qu'après divorce, un époux soit mécontent parce qu'il apprend que le conjoint attributaire d'une maison évaluée 400 000 euros l'a revendue 700 000 euros. Il pourrait s'amuser à aller en action complément de part. Mais pourrait-il tout simplement aller plaider la nullité de l'acte de partage au motif qu'il a été signé trop tôt? Que ferait le juge lisant le texte? Le risque est si important qu'à mes yeux, il faut signer l'acte notarié après le délai de réflexion. Pour l'instant, je n'ai parlé que du droit spécial du divorce. Je pourrais m'amuser à rajouter des arguments puisés dans le droit commun des obligations. Allons-y. Article 1122 du Code civil. Droit commun des obligations. La loi ou le contrat, là c'est la loi peut prévoir un délai de réflexion qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation. Donc il ne peut pas le signer en droit commun des obligations également. Donc pour moi, ma position, on a compris, elle est tranchée. Voilà ce que je voulais dire sur la date de signature de l'acte notarié dans le cadre de la procédure de divorce. Donc à mes yeux, le notaire adresse un projet de convention, c'est concrètement l'acte notarié mais imprimé et non signé. L'avocat adresse à chacun de ses clients ce document-là. Après le délai de réflexion, les époux signent l'acte notarié. Le notaire
circuit long, adresse une copie à l'avocat qu'il annexe à la convention d'avocat qu'il signe, retourne la convention au notaire qui fait le dépôt. Circuit court, après délai de réflexion, on signe en même temps l'acte notarié, la convention d'avocat et le dépôt. Bon, voilà une petite musique un peu différente, je crois, oui, mais... Oui, mais il y a un désaccord de toute façon, on le sait, hein, la doctrine est en plein désaccord, parce que là, j'ai exactement la version inverse qui m'indique que quand on envoie un simple projet dans le cadre de l'envoi recommandé, ça serait, là encore, le projet pourrait bien être la nullité. Alors, vous voyez, il y a deux chapelles radicalement différentes au niveau des auteurs. Donc, bon. Et quand viendra l'arbitrage? Eh oui, je ne sais pas. Écoutez, excusez-moi, je reprends la parole. Oui. Si on oublie la controverse, à mes yeux, est-ce qu'on peut imaginer un risque juridique à signer après l'acte notarié, signer l'acte notarié après des réflexions? Je pense qu'on ne peut pas craindre le moindre risque juridique. Non. Si on signe avant, oui, à la lecture du texte, on peut craindre qu'un juge décide de la nullité. Quand les clients vont signer chez les avocats la convention, il est annexé l'état liquidatif. Oui. Donc, ils ont forcément bénéficié du délai de réflexion. Ils ont été informés sur l'état liquidatif puisqu'il est annexé à la convention d'avocat. On ne pourra pas soutenir que les époux n'étaient pas informés et remettre en cause l'acte notarié puisqu'il était annexé à la convention d'avocat. Pour rajouter finalement un formalisme qui n'existe pas. N'oublions pas aussi le contexte. Dans un divorce, on ne peut pas penser qu'on va signer un liquidatif devant chez le notaire comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des échanges nombreux. Ils ont eu des réflexions. Nous-mêmes, notaires, on adresse les projets. C'est des questions maintenant. Oui, on va peut-être... Ah oui, bah, moi je veux bien. C'est un point important en pratique. Il faut le noter. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, la question, je ne sais pas si Marie-Christine, c'est celle-là, mais admettons par exemple que l'acte est signé, les droits sont payés, la convention notifiée, et puis les époux ne signent plus la convention. Oui, c'est tout à fait ma question, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont payé. Parce qu'à ce moment-là, vous avez des époux... Les droits ne sont pas payés. C'est un acte nul, puisque de toute façon, on ne peut pas l'utiliser dans une procédure judiciaire, puisque il faut que l'acte notarié soit établi, l'acte de partage soit établi après la délivrance de l'assignation en divorce. Après l'introduction de l'instance, donc à partir de ce moment-là, votre acte est nul. Donc on ne peut pas ni l'utiliser dans une procédure judiciaire, parce que votre acte est nul, puisqu'il est signé antérieurement à l'introduction de l'instance en divorce, qui se fait par l'assignation en divorce, et non pas par le dépôt de la requête. Donc votre acte est nul. Et ensuite, vous avez une convention de divorce par acte avocat dans le cas d'un divorce par consentement mutuel qui n'est pas régularisé parce que, par exemple, les époux ne s'entendent pas sur le montant de la prestation compensatoire. Vous allez devoir expliquer à vos clients qu'ils vont devoir régler des émoluments ou engager des frais d'acte notarié pour rien. Mais attendez, c'est le propre d'un acte notarié sous conditions suspensives. Mais comment vous expliquez aux clients non, mais... Et puis, en plus, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Lesba, c'est que dans les dispositions de l'article 229.4, il est fait état d'une convention. Il n'est pas dit que c'est la convention d'avocat, il est dit que c'est la convention. Et la convention, en l'occurrence, elle s'entend d'une globalité. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, il y a la convention complet. Voilà, et règlement complet. Des conséquences du divorce. Donc, 229.4 dit... Vous devez adresser une convention. La convention, c'est la globalité de l'accord. La globalité de l'accord, ce sont les effets familiaux qui sont réglés par la convention de divorce par acte d'avocat et les effets patrimoniaux qui sont réglés par l'acte du notaire. Donc vous ne pouvez pas distinguer l'un de l'autre. C'est la globalité qui s'entend par l'envoi du courrier recommandé et le délai de réflexion doit s'appliquer à cela. Non, on ne tranchera peut-être pas, mais je suis un peu enclin à souscrire à la proposition de M. Lesba, d'autant plus que quand même le notaire auprès de qui le dépôt aura lieu, eh bien, doit vérifier précisément, parmi ses obligations précises par la loi elle-même, 229.1, il doit vérifier que le délai a bien été respecté avant la signature.
Ben, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le texte. Alors, si c'est nul, ben, je ne sais pas si le notaire ne se retrouverait pas finalement contraint de restituer les droits qu'il a pu obtenir. Les droits vont être signés au version dépôt. Et pourquoi vous voulez absolument aller plus vite que le train? Mais oui, moi, j'ai pas d'intérêt à défendre, mais je trouve que le juriste est toujours honorable quand il a une analyse cohérente au regard de la loi. Alors, il semblait que c'était l'analyse du CSN, hein, quand même. Oui, mais ça... Excusez-moi. Le CSN... L'été dernier... Non. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour les notaires. J'ai passé 30 ans de ma vie à faire de la formation notariale. Je ne suis pas d'accord avec toutes les positions qu'a pu prendre sur tel ou tel domaine le Conseil supérieur du notariat, quoique estimable par les membres qui le composent. Alors, le CSN... Alors, j'ai été en contact avec eux pendant un temps assez long à ce sujet. Premièrement, le CSN a considéré qu'il fallait signer l'acte notarié le plus tôt possible, dans l'idée que, comme le notaire était présent, il n'y avait pas besoin d'un délai de réflexion. Ce qui est critiquable parce qu'en matière de conseil, la loi considère que lorsque c'est un acte d'avocat, le conseil est équivalent à celui du conseil divulgué par un notaire. Pour preuve, les deux régimes sont dispensés dans son manuscrit. Bon. Ensuite, le CSN m'a dit que ce n'était pas sa position officielle. Qu'un document de travail était émis, rédigé par un groupe de travail, mais que ce n'était pas sa position officielle, et que ma position était quand même assez défendable, n'est-ce pas? Bon. C'est des textes qu'on a reçus, évidemment, si le CSN a changé sa position. Il n'a pas changé de position, il n'a jamais eu de position officiellement. Aujourd'hui, le CSN dit qu'il n'a jamais eu de position sur le sujet. D'accord. Je sais bien qu'une charte a été rédigée en ce sens, mais le CSN s'en lave les mains. Du coup, Monsieur Lesbas, oui. C'est une question de responsabilité finalement commune des avocats et des notaires. Oui, oui, oui. Sur la question du respect du délai de réflexion, parce que si la convention est nulle, nous sommes aussi rédacteurs de la convention. Bien oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc elle est oui. aussi... Voilà. Oui, bien sûr. La seule chose qu'on peut regretter pour botter en touche, c'est qu'on fait ce qu'on peut, mais que le législateur n'a pas fait ce qu'il fallait. Il aurait fallu qu'un décret précise ce point-là. Il n'y a pas eu de décret à ce sujet.